Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Votre Menu qui sera donc cette fois consacrée à Mulholland Drive de David Lynch. Et ça va être un gros morceau parce que David Lynch, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, quand on parle du fantastique, du surréel, du bizarre dans le cinéma, il y a toujours un moment où on retombera sur David Lynch. C'est un auteur qui a vraiment une filmographie marquée par son style, qui met souvent l'esthétique et le sens de ses images prioritaires par rapport au récit. Et c'est malheureusement pour moi un réalisateur qui m'a frustré et qui me frustre toujours. J'ai découvert mon premier film de Lynch il y a plus ou moins 5-6 ans et c'était Eraserhead. Autant dire que j'en suis sorti la tête complètement vide et j'ai rien compris de ce que j'avais vu, mais le film avait laissé une forte impression, il était vraiment captivant et très hypnotisant. Ainsi, assez surpris de ce que je venais de voir et vraiment déterminé à en voir plus, je me lançais avidement sur ces deux prochains longs métrages. Elephant Man, que je trouve excellent et qui est probablement mon Lynch préféré, et Dune. Certes éloigné du bouquin et renié par Lynch lui-même, tout de même le film me plaît beaucoup, et je trouve que l'ambiance et le ton de Lynch restent tout de même marquants dans ce film. Donc très satisfait de ces deux nouvelles découvertes, je me lançais sur sa filmographie. Et c'est là que le malheur arriva. Blue Velvet était le suivant, et je l'ai beaucoup aimé aussi, mais malheureusement tout ce qu'il a sorti après les années 90 ne m'a jamais plu et ne m'a jamais reconquis autant que le début de sa filmographie. À l'exception de The Straight Story qui m'a beaucoup plu, mais qui est très différent de ce que Lynch fait d'habitude. Et la jolie coïncidence de ce Votre Menu, c'était que j'étais justement en train de me refaire l'entièreté de sa filmographie lorsque Mulholland Drive a été sélectionné par vos votes. Mais mon avis sur sa carrière n'a pas changé depuis le temps. Et c'est une chose que je ne peux pas expliquer ni à vous ni à moi-même. J'ignore si c'est parce que j'ai été lassé de son style, mais après 4 films, ça me paraît quand même sacrément rapide. Je trouve en fait surtout que ces films après les années 90 sont beaucoup moins hypnotisants qu'ils ne l'étaient auparavant. Et pour moi, si son style ne me pose pas sur une chaise, les yeux grands ouverts, incapable de détourner mon regard de l'écran, eh bien ils deviennent pour moi des films assez longs et difficiles à regarder en une fois. Je pense que mon plus grand exemple de ça, c'est Inland Empire, que j'ai eu énormément de mal à terminer, parce que j'aime pas du tout ce film. Je pense que c'est le Lynch que j'aime le moins. Et pas du tout de façon prétentieuse, je trouve que c'est du sous-Lynch en fait. Que c'est un amateur qui essaierait de copier Lynch mais qui n'a pas réussi. Et comble du désespoir, il l'a officialisé comme son dernier long métrage. Maintenant je vous rassure et on va s'y mettre, Mulholland Drive c'est une très bonne pioche parce que justement c'est un des rares films après les années 90 de David Lynch qui m'a fait ressentir un petit peu ce que je ressentais avec le début de sa filmographie. Donc celui-là, je l'apprécie sans plus. Mulholland Drive raconte l'histoire de Betty, une jeune femme qui vient d'arriver à Hollywood et qui désire suivre les traces de sa tante, devenir une grande actrice. Alors qu'elle s'installe tranquillement dans l'appartement que sa tante lui a laissé, elle fera la connaissance de Rita, qui raconte qu'elle a survécu à un accident de la route et suite à un coup violent porté à sa tête, souffre d'une amnésie. Betty va alors héberger Rita et ensemble, elles vont essayer de reconstruire sa mémoire afin de reconstruire son identité. En tout cas, une chose est sûre à propos de ce film, c'est un film de David Lynch. Vous y trouverez ce à quoi vous pouvez vous y attendre si vous connaissez un petit peu le travail de Lynch. Comme je l'ai dit, Lynch c'est un gars qui comprend tout à fait comment marche le cinéma. Il sait très bien que ce n'est pas le réel qu'on filme et que tout est une histoire de manipulation et d'illusion. Un film de Lynch, ça peut s'apparenter à un rêve, où rien n'est vraiment clair, tout est extrêmement confus et difficile à suivre, mais c'est justement un travail et une recherche des émotions qu'on peut faire ressentir à son public avec le moyen vidéoludique. Pour créer cette ambiance particulière, il utilise toutes les cordes disponibles dans un film. Ses personnages et ses acteurs, qu'il va souvent placer devant une caméra fixe et les laisser s'exprimer. Ici, c'est souvent l'intensité du jeu de l'acteur qui doit nous maintenir captivés, aidé de dialogues ou de situations étranges et bizarres. Certains acteurs et personnages sont joués de façon complètement dingue. Ici, l'exagération et le surjeu est demandé. Et naturellement, par exemple, lorsque Betty laisse les petits vieux au début du film, nous sommes stupéfaits de les voir avec une telle émotion sur le visage et on se demande si Betty n'est pas déjà en danger. Dans ces personnages étranges, il y aura souvent une ou des entités spéciales, qui détiennent souvent la vérité sur l'histoire ou alors la machinisent, comme dans Lost Highway et Eraserhead par exemple, et presque systématiquement servent de messagers. Ici on a le cow-boy et cette fameuse femme derrière le restaurant sur lesquels on reviendra plus tard. Les décors sont souvent de grandes salles ou alors justement des toutes petites salles où il y a très peu de meubles. Si ce sont de petites salles, il y aura souvent beaucoup de monde, et si ce sont des grandes, très peu de personnages et un éclairage très précis, créant alors un fort contraste entre les zones éclairées et les zones d'ombre.
L'éclairage sera souvent de différentes couleurs, bleu, jaune, rouge, appuyant encore plus l'ambiance et le ressenti des personnages. Les musiques sont souvent très absentes des films de Lynch, privilégiant justement un silence pesant, accompagné d'un montage lent et une caméra qui se balade et qui progressivement vous fait découvrir ce que vous redoutez de voir. Le meilleur exemple de cela, ce serait la scène où le policier explique à son collègue le cauchemar qu'il fait de façon récurrente. Ici, comme expliqué précédemment, on va rester avec l'acteur et l'écouter nous raconter son histoire. I hope that I never see that face ever outside of a dream. Et ça crée de l'angoisse sur ce qui pourrait venir après dans la scène. On les suit ensuite dehors avec la caméra qui les suit et un montage très posé, et aucune musique n'est là pour accompagner. Plus nous nous rapprochons de ce fameux coin, plus nous avons peur, comme le policier, de découvrir le visage qu'il ne veut pas voir dans la vraie vie. Vous rajoutez à cela divers effets sur l'image, la tordre, la flouter, filmer derrière de l'eau, des superpositions d'images et de visages, et vous avez alors le magnifique bouquet qui fait l'ambiance lynchienne. Analyser du Lynch c'est très compliqué parce que comme je l'ai dit, tout repose sur du symbolisme. Et bien que vous démêlez les fils et que vous essayez d'analyser et de comprendre ce que vous voyez, souvent une information viendra en fin de film et vous forcera à tout réanalyser du début. Et c'est le cas dans Mulholland Drive, donc il est inutile que j'analyse le récit sans parler avant tout de la vraie histoire. Car en fait mon résumé et la quasi-intégralité du film sont une illusion. La véritable histoire est celle de Diane. Elle est follement amoureuse de Rita, une actrice de renom, mais qui un jour la trahira et lui brisera le cœur. Ainsi, dirigée par la colère et la jalousie, elle fera appel à un tueur à gages afin de mettre fin au jour de Rita. Alors qu'elle reçoit la confirmation que l'assassinat a bien eu lieu, Diane s'imagine une fantaisie, un rêve, qui est en fait le film qu'on a regardé. Mais toujours il y a le retour à la vérité et Diane décide de mettre fin à ses jours. Une fois que l'on sait ça, il y a moyen de réanalyser tout le film et de comprendre mieux certaines scènes, certains personnages et ce qu'ils représentent. On a donc cette mystérieuse femme qui n'apparaît que 2 fois dans le film, mais précisément à l'endroit où Diane se voit tentée et guidée par la jalousie et la colère, le restaurant. Ainsi, je pense qu'elle représente cette solution facile, terrible, oui, mais séduisante. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer son regard aguicheur. Grâce à cette fin, on comprend un peu mieux la liaison qui pourrait paraître facile au premier abord entre Betty et Rita, et leur réaction et tristesse face au spectacle qui rappelle à Diane que tout ça n'est qu'une illusion. Et là, vous pouvez vous dire que je dis quand même sacrément beaucoup de choses positives pour quelqu'un qui aime ce film sans plus. Le truc, c'est que je comprends très bien ce que Lynch fait, mais je suis pas toujours en accord et il y a certains moments où je trouve que c'est étrange. Je trouve qu'il y a énormément de scènes qui traînent en longueur et qui ne semblent pas vraiment avoir un rapport avec le récit qu'on est en train de suivre, du moins la première fois qu'on regarde le film. Et une fois qu'on a la connaissance de la fin, certes, je comprends ce que ces scènes racontent, ce que ça veut dire, mais il reste qu'elles restent quand même sacrément longues, qu'elles n'ont pas toujours beaucoup de sens avec l'analyse que j'en tire, et que oui, elles sont un peu ennuyantes. On a par exemple toute une histoire parallèle avec un réalisateur de film. Ça occupe facilement 20 à 25 minutes de film, et d'un point de vue vraiment de récit, ça ne va nulle part. Sans la révélation de fin, on suit un réalisateur qui passe une putain de mauvaise journée, et qui se voit obligé par quelques malfrats d'engager une actrice qu'il n'a pas envie d'engager. Quitte à même à être visité par le cow-boy, qui lui explique que s'il fait les choses de façon désirée, il reviendra encore une fois le visiter, et s'il le fait de façon non désirée, il le visitera encore 2 fois. Grâce à la fin du film, on découvre qu'en fait ce réalisateur est la raison pour laquelle Rita quitte Diane, justement pour avoir un rôle. Il représente la corruption hollywoodienne qui peut tout à fait changer les gens, causant parfois indirectement la mort de certaines personnes, ici Diane et Rita. Ainsi, il est logique que Diane déteste cet homme et que dans cette version romancée, il en prenne plein la gueule. C'est une vengeance, c'est un désir de faire souffrir cet homme, mettant en danger son mariage, son métier, son argent, et le forçant à sélectionner une actrice au lieu d'une autre qu'il aurait probablement aimé sauter. Toutefois, et c'est là que l'analyse me perd un peu, beaucoup de ces scènes sont accompagnées d'une ambiance assez légère et avec un humour de boulevard. Ça me paraît assez contradictoire que Diane déteste cet homme, veuille vraiment se venger de lui, mais le mettre dans des scènes assez drôles et assez cocasses. On a ça aussi avec le personnage du tueur, qui est dans 2 scènes. Un petit sketch qu'il introduit, il est censé tuer une personne discrètement, mais vu qu'il n'est pas très doué, finit par tuer plein de témoins avec. Et une autre scène où il dit chercher Rita. Alors pas de problème, c'est logique qu'il cherche Rita, mais pourquoi s'être arrêté là? À partir de là, on ne reverra jamais le tueur à gages dans cette partie romancée, on le reverra à la fin, dans la section réelle, où on découvre donc que Diane l'a acheté pour tuer Rita. Et justement, il aurait pu y avoir une petite histoire de remords ou de peur. Le tueur qui retrouve Rita, et Betty qui la protège, comme pour s'auto-pardonner de l'avoir fait assassiner. Mais non, en fait, son histoire, ça va être vraiment comme ça, et on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'on s'est autant attardé là-dessus,
comme l'histoire du policier qui raconte son rêve. Ça ne revient pas du tout et ça n'a aucune utilité dans le film, à part peut-être mettre de l'ambiance et introduire le personnage de la femme. Et c'est dommage parce que rien qu'en termes d'histoire, j'aurais préféré même suivre ça que suivre l'histoire de Rita et de Betty. Je crève d'envie de savoir par exemple ce que dit le cow-boy par rapport à ses retours. Revenir une fois pour le féliciter, revenir 2 fois, je suppose que la deuxième fois c'est pour le buter, mais la première fois quoi? Et même l'histoire de ce policier avec une scène aussi captivante que la sienne, j'avais limite plus envie de suivre lui et son collègue. Et au final, je trouve qu'on s'attarde beaucoup trop sur ces éléments passables, ne se focalisant vraiment sur nos héroïnes et leur histoire qu'après 1h40 de film, où j'arrive enfin à rentrer et m'intéresser au film. Et je ne doute pas que si j'avais la captivation et l'hypnose que me procuraient les premiers films de Lynch, ces éléments passeraient mieux. Et là on en revient avec les problèmes que j'ai avec les David Lynch après les années 90, c'est que je les trouve pas aussi captivants et aussi hypnotisants. Il y a 2-3 scènes qui sont marquantes, qui marchent bien, mais après il y a le reste, qui comme avec le réalisateur, le policier et le tueur à gages ne semblaient nulle part, et pour ce qui est Betty et Rita, semblent quelquefois un peu plats tant qu'on n'a pas l'analyse de fin, et même une fois qu'on a l'analyse de fin, les scènes du réalisateur et tout ça semblent toujours aussi longues et assez étranges par rapport à ce que Diane est censée ressentir, et hormis certaines scènes vraiment marquantes, je trouve que le film se tire un peu en longueur. Toutefois, et j'espère vraiment l'avoir fait transparaître dans cette vidéo, je trouve que Lynch est très talentueux et il mérite sa place dans le grand panthéon des réalisateurs. Et c'est la raison pour laquelle ça me frustre encore plus d'adorer le début de sa filmographie, mais de ne jamais avoir apprécié aucun des films après. Ça fait 2h30 que j'enregistre, je pense qu'il est temps d'arrêter. Cette critique est maintenant terminée et maintenant je vous laisse voter pour le film qui sera sélectionné pour le Votre Menu du mois suivant. Petit rappel du principe, je vous propose de mettre des films dans les commentaires, ça peut être des mauvais films, ça peut être des bons films, ça peut être des films moyens ou juste des films où vous voulez mon avis. Vous avez le choix d'en proposer un par commentaire si possible, comme ça c'est plus simple pour voter et pour sélectionner, et ou voter pour ceux qui s'y trouvent déjà. Je clôturerai les votes le 5 juillet et je verrai quel film a gagné l'intérêt du public. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook et Twitter et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.